Bonsoir, il est 21h30, l'heure où le week-end agonise, l'heure où l'angoisse du lundi commence à gratter derrière la nuque, l'heure où les écrans s'allument pour oublier que demain, le système redémarre. Bienvenue aux insomniaques, bienvenue aux inadaptés, bienvenue aux naufragés du dimanche soir. Vous êtes sur le live de Cappuccino et Croissant, marque de café, le premier épisode, je suis pas du tout stressée, et je suis Harmonie de Miéville. Et si vous êtes ici, c'est que vous en avez marre de l'écume. Vous savez, cette mousse légère qu'on nous vend toute la journée, le good vibes only, le divertissement lisse, les sourires de façade sur les réseaux. Le matin, on boit un bon petit cappuccino pour tenir le coup, mais le soir, on regarde ce qui reste au fond de la tasse. Et bienvenue dans Marque de Café. Ici, on va pas filtrer. Et si on va lire l'avenir dans le dépôt, dans le sale, dans le complexe. C'est votre safe space radical, le seul endroit où on a le droit de dire ce qui ne va pas ou ce que le monde ne tourne pas. Je parle tout à fait français. Ce soir, pour la première de l'émission, j'ai besoin qu'on parle d'un glitch dans la matrice, quelque chose qui m'a sauté aux yeux cette semaine et qui résume tout ce qui ne va pas dans notre culture actuelle. Vous avez vu passer le gala des pièces jaunes, n'est-ce pas ? Sur le papier, c'est beau, c'est noble, on aide les enfants, mais regardez la mécanique. Regardez vraiment. On a utilisé les noms Stray Kids, G-Dragon, A$AP Rocky, Christina Aguilera. On a utilisé la puissance nucléaire de la K-pop et des fandoms pour créer du bruit, du marketing émotionnel pur. Mais ce qui me choque, c'est pas qu'ils viennent, c'est qui on a invité pour en parler. J'ai regardé les listes des accréditations presse. J'ai vu les radios grand public, Énergie, Fun, j'ai vu les magazines People, Gala, et j'ai vu des comptes de fans. Mais savez-vous qui n'était pas là ? Les critiques musicaux, les analystes, les journalistes culturels indépendants, les podcasteurs qui grattent un peu le vernis. Pourquoi ? Parce que le système ne veut plus de critiques, il veut de la cheerleader. Il ne veut pas quelqu'un qui analyse la performance ou le contexte économique, il veut quelqu'un qui hurle, qui pleure et qui poste un TikTok avec des petits cœurs violets en disant « C'était incroyable !» On a remplacé l'expertise par l'émotion brute, on a remplacé le journaliste par le fan. C'est brillant, non ? Si vous n'invitez que des gens qui vous adorent, vous n'aurez jamais de mauvaises critiques. C'est la mort de la nuance, c'est le triomphe de la positivité toxique. Et ça, c'est de la manipulation douce. Exactement le sujet de mon livre qui sort cette semaine, comme par hasard. Alors ce soir, on va faire ce qu'ils ne font pas. On va réfléchir, on va se demander si on a encore le droit de ne pas être d'accord, si on a encore le droit d'aimer un artiste tout en détestant le marketing qui l'entoure. Dans quelques minutes, je vais ouvrir la rubrique Oracle également, avec quelques questions. On va parler de dissonance cognitive, on va parler de cette culpabilité qu'on ressent quand on aime quelque chose qui nous fait mal. Mais avant ça, puisqu'on est sur une espèce de radio pirate, tapotez l'écran, partagez le live à un ami qui a besoin d'entendre autre chose que du bruit et faites monter la jauge, faites montrer à l'algorithme que l'intelligence, ça vend aussi. Pour over the facts, stir in some shade. Cappuccino and croissant, where culture tastes strong. Sip the truth, bite the lies, and keep the sugar gone. Cappuccino and croissant, breakfast for your brain. Cappuccino and croissant, where culture tastes strong. Sip the truth, bite the lies, and keep the sugar gone. Cappuccino and croissant, breakfast for your brain. On va commencer par le Spicy Talk du jour, à savoir le gala des pièces jaunes, et surtout le marketing des fandoms. Fermez les yeux une seconde. Si je vous dis pièces jaunes, quelle image vous vient en tête ? C'est probablement cette petite tirelire en carton posée sur le comptoir de la boulangerie. C'est Bernadette Chirac, c'est le bruit métallique de quelques centimes qu'on lâche au fond d'une boîte pour se donner bonne conscience en achetant sa baguette. Ça, c'était en 1989, pour ceux qui étaient nés, pas moi, mais bon. Une opération de solidarité locale, tangible, presque artisanale. Bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Ouvrez les yeux parce que cette image, elle est morte. Ce qui s'est passé le 22 janvier dernier, il y a 3 jours à peine, n'a plus rien à voir avec la collecte de fonds. Nous n'étions pas à la boulangerie, nous étions à Paris La Défense Arena, la plus grande salle indoor européenne. Regardez la mutation. Le gala des pièces jaunes n'est plus une œuvre caritative, c'est devenu ce qu'on appelle un spectacle total.
Derrière les projecteurs, ce n'est plus seulement la fondation des hôpitaux, c'est une alliance industrielle entre France Télévisions et les géants de la production comme Electron Libre. Ils n'ont pas construit une soirée de bienfaisance, ils ont construit une plateforme de convergence globale. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que le décor a changé et l'objectif avec. Pendant 30 ans, l'objectif c'était de récolter du cuivre, de la monnaie physique. En 2026, l'objectif a changé. Dans l'économie de la visibilité, la ressource la plus précieuse n'est plus votre argent, c'est votre attention. On est passé de la pièce de cuivre au flux numérique. Ce gala n'est pas juste un concert, c'est un aspirateur à données. C'est une machine conçue. C'est une machine conçue pour transformer de l'émotion en audience et l'audience en puissance médiatique. Et pour alimenter une machine aussi énorme, pour remplir celle de l'Arena et faire exploser les compteurs sur les réseaux sociaux, il fallait un carburant nouveau. Un carburant beaucoup plus explosif que la simple charité. Il fallait des soldats, il fallait des fans. Et c'est là que l'illusion devient parfaite. Prenons le temps d'analyser l'affiche de cette édition 2026. Et je vous demande un effort ce soir. Ne la regardez pas avec vos yeux de fan qui brillent, regardez-la avec des yeux froids d'un directeur marketing. Qu'est-ce qu'on y voit? On y voit Stray Kids, on voit G-Dragon, on voit A$AP Rocky, Christina Aguilera. Dans le langage de la grande distribution, on a un mot très clair pour ça. On appelle ça des produits à pile. C'est la tête de gondole, c'est le produit star mis en avant à l'entrée du magasin pour vous faire entrer, en sachant pertinemment que vous allez ressortir avec un caddie plein de choses. Sauf qu'ici, le magasin, c'est la charité française, et le caddie, c'est votre engagement numérique. Les organisateurs ont compris une chose fondamentale, une mutation que la plupart des médias traditionnels ignorent encore. Ils ont compris que la force de frappe la plus puissante au monde en 2026, ce n'est pas une armée, sauf si on parle de celle de BTS, ce n'est pas un parti politique, ce n'est même pas une religion, c'est le fandom. Il faut qu'on s'arrête sur ce mot, parce qu'il y a une différence abyssale entre un public et un fandom. Un public, ça vient, ça applaudit et ça rentre chez soi, c'est passif. Un fandom, ça milite, ça défend, ça vit pour l'entité qu'il soutient. Les Stay, les Blink, les VIPs, ce ne sont pas des spectateurs, ce sont des armées numériques organisées. C'est là que le piège se referme. Pour un fan de K-pop, soutenir le gala des pièces jaunes, parce que Stray Kids est sur scène, ce n'est plus un acte de charité envers un hôpital, c'est un acte de fandom pride. C'est la fierté communautaire. Le fan ne dit pas « je vais aider la médecine pédiatrique », il se dit « je vais montrer au monde entier que mon groupe est capable de remplir la plus grande salle d'Europe. Je vais montrer que mon fandom est plus puissant, plus généreux et plus bruyant ». La cause caritative n'est plus le but, elle devient un prétexte, elle devient un terrain de jeu, une guerre d'influence entre communautés. Et les organisateurs savent parfaitement, ils misent d'ailleurs dessus. Alors posons la question qui fâche, qui gagne quoi dans cette histoire? Car il s'agit bien d'une transaction, d'un deal commercial signé entre des bureaux feutrés très loin des lits d'hôpitaux. D'un côté, vous avez la Fondation des hôpitaux, une institution vieillissante, très télévision française. Qu'est-ce qu'elle achète en invitant Stray Kids? Elle achète de la vitalité algorithmique. Elle s'offre instantanément une audience mondiale, jeune, connectée. Elle s'offre des millions de tweets, de trending topics au Brésil, en Corée, aux USA. Une viralité que l'argent public ne pourrait jamais payer. De l'autre côté, vous avez des labels coréens, JYP Entertainment, YG. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans un gala caritatif français? De l'argent? Non. Ils en ont déjà. Ils viennent chercher de la caution morale. En s'associant à une cause d'État, ils blanchissent leur image d'industrie incapable. Ils ne sont plus des usines à idoles qui brisent leurs artistes, ils deviennent des bienfaiteurs et ils s'achètent une responsabilité sur le vieux continent. C'est un échange de bons procédés. Je te donne ma viralité, tu me donnes ta respectabilité. Et l'argent dans tout ça. J'ai fait un tour sur les boutiques partenaires. Sur les boutiques partenaires de la K-pop en général, comme Moonwa par exemple, que j'aime beaucoup et que j'utilise moi-même. On est loin de la petite pièce jaune qu'on glissait dans une fente en carton. On y vendait des lightsticks officiels. Est-ce que vous savez combien coûte un lightstick aujourd'hui? 84,90 €. 84 € pour un bâton lumineux dans le noir. Tenez, je peux vous le montrer le mien, il est juste là. Enfin bref, l'argent circule massivement, mais regardez la perversité du système. Le gala agit comme une vitrine commerciale géante. On a transformé le donateur en consommateur. On ne fait plus appel à votre empathie pour des enfants malades, on fait appel à votre besoin d'appartenance à votre tribu.
C'est brillant, c'est efficace, ça rapporte des millions, mais ne soyons pas naïfs. Ce n'est plus de la solidarité, c'est de la stratégie de marché appliquée à la souffrance. Finalement, voilà. Le véritable danger des soirées comme ce gala, ce n'est pas le marketing, c'est le vocabulaire. Avez-vous remarqué ce mot qui a envahi nos vies ? Ce mot qu'on entend sur tous les plateaux télé, qu'on lit sur toutes les vidéos TikTok et qu'on hurle à la fin de chaque concert. Incroyable, c'était incroyable. Il était incroyable. Cette performance était incroyable. Bon, c'est vrai. Mais nous sommes entrés dans l'ère de l'hyperbole permanente, dans un écosystème aseptisé où on a banni la critique. Tout est devenu génial. Tout est historique, tout est iconique. Mais réfléchissez une seconde, si tout est incroyable, dans ce cas, rien ne l'est. Si le moindre playback au Gala des pièces jaunes est qualifié de chef-d'œuvre absolu par une armée de cheerleaders numériques, alors quel mot nous reste-t-il pour décrire le véritable art ? Quel mot nous reste-t-il pour décrire Mozart ou Nina Simone, ou un texte qui vous arrache les tripes ? Ou même les lives de Seungmin, comme celui où on a entendu que ça avait complètement bugué au niveau de la musique et pourtant sa voix était incroyable. On a vidé les mots de leur substance, on a créé un monde plat, sans relief. Un monde où il n'y a plus de montage de vallées, juste un immense plateau de positivité tiède. C'est ça l'enfer du « c'est incroyable ». C'est un monde où on a peur de dire « c'était moyen », on a peur de dire « je me suis ennuyé », parce que si vous dites ça, vous êtes un hater, vous êtes négatif et vous cassez l'ambiance. Alors on se force, on sourit, on like, on participe à la grande hallucination collective. Ce soir, j'ai une demande à vous faire, ne soyez pas des cheerleaders. L'art ne peut pas exister sans la critique. L'art a besoin de résistance. Il a besoin qu'on le bouscule, qu'on l'analyse, qu'on le trie. La critique, la vraie, ce n'est pas la méchanceté. C'est la forme la plus haute de respect. Dire à un artiste « là, tu n'as pas été bon », c'est lui dire « je te prends au sérieux, je sais que tu peux faire mieux. Je ne suis pas juste là pour t'applaudir comme un automate. » Alors, pour la suite de l'émission et pour le reste de votre semaine, soyez des spectateurs. Parce que si nous voulons que la culture conserve son once de vérité, il est impératif de tuer la cheerleader qui sommeille en nous. Et je dis ça en tant que mamie steak qui vient de fêter la moitié de ses 70 ans. Pour ceux qui ont la ref. Enfin, c'était mon avis. Et contrairement à ce qu'on voit à la télé, vous avez le droit de ne pas être d'accord. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais vous savez ce petit malaise, ce petit sentiment étrange dont on parlait, d'aimer les artistes mais de détester la machine qui les vend. Ce que je viens de décrire sur le gala des pièces jaunes, cette transformation du fan en client, ce remplacement du journaliste par le cheerleader, cette injonction au bonheur permanent, c'est pas un accident, c'est de la mécanique, une mécanique de précision. Ça fait 1 an que je travaille sur ce sujet et j'ai voulu comprendre comment on fabrique ce consentement. Comment on utilise votre amour, vos émotions, vos besoins d'appartenance pour vous faire acheter des lightsticks à 85 €. Nous faire acheter des lightsticks à 85 €. Ou nous faire défendre des multinationales comme si c'était notre propre famille. C'est exactement le sujet du livre qui sort cette semaine, K-pop et manipulation douce. À l'intérieur, je ne parle pas seulement de musique, je dissèque les rouages de l'industrie qui est devenue le modèle dominant de la pop culture mondiale. Je parle des relations parasociales, je parle du digital labor, le fait que vous travaillez gratuitement pour des labels en streamant en boucle. Je parle de cette dissonance cognitive qui nous tiraille tous. Ce livre, je ne l'ai pas écrit contre la K-pop. Vous savez que j'aime ça. Et je l'ai écrit pour les fans qui veulent rester lucides, pour ceux qui veulent continuer à aimer la musique sans être dupes du marketing. Si mon analyse sur le gala vous a parlé, si vous en avez marre d'être traités comme des porte-monnaies sur pattes, alors ce live est votre arme d'autodéfense intellectuelle. Le lien sera bientôt dans ma bio et partout dans les descriptions de mes futures vidéos. Vous pouvez déjà d'ailleurs le précommander sur Google Books et sur Amazon. Si vous voulez soutenir ce genre d'analyse, loin du bruit et de la fureur des cheerleaders, c'est la meilleure façon de le faire. Donc soyez au rendez-vous. Bon, on a beaucoup parlé, on a beaucoup analysé, le cerveau est en surchauffe. Dans ce genre de moment, il faut savoir appuyer sur pause avant de replonger. Alors avant d'ouvrir l'oracle et de répondre à quelques questions, je vais faire un peu de bruit. Le morceau qui suit est la bande-son officielle de la dissonance cognitive, il s'appelle Apocalypse with a Side of Toast, et il fait partie de mon album Glitch. Profitez de la fin du monde, c'est moi qui régale. 7 a.m. Sky still here, rain still due. The apocalypse didn't RSVP, but it left a voicemail. I spread butter like it's a coping mechanism. I count the birds, all 3. One looks like he knows things. I'm too informed to be surprised, too tired to be outraged, too
caffeinated to sleep, too awake to dream. I scroll past fires like they're memes. Gaza, forest, billionaires in space. I react with a toast emoji. I call that balance. This is my end of days routine. Filter coffee, filtered news. The planet's burning with bad Wi-Fi, and I'm just refilling my spoon. No breakdowns before breakfast. No hope without sarcasm. Apocalypse with a side of toast and emotional detachment for dessert. My therapist said I need grounding, so I touch grass. It's dead, my fault probably. I dreamt once that everything was fine. I woke up, my screen told me otherwise. Thanks, screen. I'm not numb, I'm just calibrated. I adjusted the volume on reality, and now it's background music to my mediocre lunch. This is my end of days routine. Hope postponed, truth delayed. Laugh tracks over chaos, guilt microwaved. No hero arc, no grand escape. Just me, a fork in yesterday's shame. Apocalypse with a side of toast, and still I stay. Nox, on est une petite squatteuse. Nox a décidé de monter sur mes genoux. Allez. Bon, pour cette première de l'oracle, je vais pas vous mentir en disant que ma boîte mail déborde et que, vu que l'émission vient de naître. Mais j'ai fait ce que j'ai fait de mieux. J'ai observé, j'ai passé 48 heures à scroller sur X, à lire les threads sur Reddit, à éplucher les sections commentaires sous les vidéos du gala. Et j'ai vu des schémas se répéter. J'ai vu les mêmes questions, les mêmes peurs, les mêmes engueulades venir en boucle. Alors ce soir, l'oracle ne répond pas à une personne, il répond à la timeline. Voici des sujets qui vous ont le plus hanté ces 3 derniers jours. Le premier que j'ai vu passer, c'est souvent un thread viral d'hier d'une fan qui disait en substance « J'ai honte d'avoir aimé le gala alors que je sais que c'est du marketing. Est-ce que je suis une mauvaise militante ?» Les réponses étaient fascinantes. 50% disaient oui, tu es un mouton, et 50% disaient non, profite. Et c'est le dilemme de la semaine. C'est fascinant, ce thread, parce qu'il résume à lui seul le mal du siècle, et du fan de K-pop. Cette petite voix dans votre tête qui dit « Je suis anticapitaliste, je suis écolo, je suis critique, et pourtant je viens de hurler de joie devant un événement sponsorisé par des multinationales. Si vous ressentez ça, respirez. Vous êtes pas des hypocrites, c'est que vous êtes lucide. En psychologie sociale, ça a un nom précis, la dissonance cognitive. C'est ce frottement désagréable entre ce que vous pensez, le système est mauvais, et ce que vous ressentez, la musique est bonne. Le problème, c'est qu'Internet est binaire. Sur X, soit tu es un mouton qui achète tout, soit tu es un hater qui déteste tout. Mais la vérité, la vraie vie, elle est au milieu. Moi, j'applique ce que j'appelle la suspension de l'incrédulité. C'est comme au cinéma quand vous allez voir un film Marvel, par exemple. Vous savez que Spider-Man n'existe pas. Vous savez que c'est un fond vert. Vous savez que Disney veut juste votre argent. Mais pendant 2 heures, vous signez un contrat avec vous-même. Vous y acceptez d'y croire pour ressentir l'émotion. Avec la K-pop, c'est pareil. Ce que vous avez ressenti devant Stray Kids au gala, c'était réel. C'est votre joie qui est réelle. Les larmes étaient réelles. Ne laissez personne vous voler ça. Mais dès que la musique s'arrête, rallumez la lumière. Rappelez-vous que c'est un spectacle. Rappelez-vous que l'idole est un artiste, mais que son label est une banque. On a le droit d'aimer le produit sans cautionner les vignes. C'est ça être fan adulte. C'est accepter de vivre avec cette contradiction sans se flageller, mais sans être dupe non plus. Sous les vidéos officielles de France TV, j'ai remarqué un phénomène inquiétant. Dès que quelqu'un poste un commentaire technique, genre le son était mauvais, parce qu'on sait que la salle est... Enfin, voilà. Il se prend une vague de supprime, rageux, t'es jaloux. On dirait que la communauté est devenue une police de la pensée qui interdit toute nuance. Pourquoi cette insécurité ? J'ai vu ça aussi, c'est presque fascinant de violence. Tu dis micro-grésie et on te répond supprime, comme si tu avais insulté leur mère.
Pourquoi cette insécurité? Pourquoi une telle agressivité pour un détail technique? La réponse est ce qu'on appelle le tribalisme. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, être fan, ce n'est plus un hobby, c'est une identité. Ces gens ont construit une partie de leur estime d'eux-mêmes autour du succès du groupe. Ils ont investi du temps, de l'argent et des nuits blanches. Du coup, quand tu dis le son était mauvais, eux, ils n'entendront pas une critique technique. Ils entendent ton investissement est nul, tes goûts sont nuls, tu es nul. Ils se sentent attaqués personnellement, et c'est ce qu'on appelle la fusion identitaire. Et puis il y a la peur que la bulle éclate. Le mythe de la K-pop repose sur la perfection. Tout doit être parfait. Les chorés, les visages, le son. Si on commence à admettre qu'il y a un défaut, si on admet que le son était mauvais, alors on ouvre la porte au doute. Et est-ce que le reste était vrai? Est-ce que le playback était justifié? Cette agressivité se supprime, ce n'est pas de la force, c'est de la panique. C'est la panique de voir le château de cartes s'effondrer. C'est triste parce que la critique, c'est sain. Dire que le son de France 2 était mauvais, ce n'est pas détester Stray Kids, c'est respecter la musique. Si on interdit la nuance, on ne forme pas des passionnés, on forme des soldats. Et l'art n'a pas besoin de soldats, il a besoin d'auditeurs. Et il y a eu pas mal aussi de TikTok de fans qui montraient le prix du merch, notamment une vidéo d'unboxing de Lightning à 85€, où la fille disait « c'est pour la bonne cause, mais j'ai plus rien à manger ce mois-ci ». Dans les commentaires, les gens justifiaient le prix de la charité, mais simplement le fait d'être fan, ou de passer un bon moment en concert. Est-ce qu'on ne confondrait pas soutien et produit de luxe? C'est la vidéo qui m'a fait le plus mal au cœur, en vrai, cette semaine. Parce qu'on y voit une fan qui prépare son sac, je crois que c'était pour le concert de Stray Kids au Stade de France, cet été. Et elle monte son lightstick. C'est les bâtons lumineux officiels, pour ceux qui n'ont pas la ref, voilà, comme ça. Et elle vient de le recevoir par la poste. Elle montre sa tenue, elle dit « ça m'a coûté une blinde et j'ai plus rien à manger, mais c'est pour la bonne cause ». Faut qu'on arrête là-dessus, parce qu'il y a une confusion terrible. Il n'y avait pas de stand de merch dans la salle des galas, par exemple. Du gala, ça serait quand même... C'est pas la Fondation des Hôpitaux qui a vendu un bâton à 85€, elle l'a acheté en ligne sur une boutique spécialisée pour être validée dans la salle. Pour ne pas être la seule sans lumière quand Stray Kids monte sur scène. C'est là que le piège est pervers. Quand tu mets une pièce dans la tirelire, l'argent va aux enfants. Mais quand tu achètes ce lightstick pour le gala, ton argent va à JYP Entertainment, le label, et aux revendeurs. Sur tes 85€, 0 centime ne va aux pièces jaunes. Pourtant, dans la tête de cette fan, tout est mélangé. Elle a l'impression que sa dépense globale, train plus hôtel plus lightstick, est un acte militant pour la charité. Alors qu'en réalité, elle a juste engraissé l'industrie du divertissement qui utilise le prétexte caritatif pour stimuler la consommation. C'est ce que j'appelle la consommation collatérale. L'événement crée une pression sociale énorme. Si tu es un vrai fan, tu dois avoir le matériel, donc tu te ruines ailleurs en pensant participer à la fête. Mon message pour elle, c'est ne culpabilise pas de ne pas avoir le dernier gadget, ta présence suffit. Ton don suffit, l'industrie n'a pas besoin de ton argent de poche pour survivre. Ne sacrifie pas tes repas pour un bout de plastique, même s'il brille dans le noir. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour les débats que je vois actuellement sur le membership qui va commencer, je crois, demain ou après-demain. Le groupe n'a pas besoin de vos memberships pour s'assurer que vous les écoutez, en fait. Ce qui compte, c'est que vous écoutiez la musique et que vous l'appréciez. Bref. Sur un subreddit de discussion, j'ai aussi vu un débat sur les larmes des artistes à la fin des concerts. Certains fans sont persuadés que tout est scripté, même les émotions. D'autres disent que c'est spontané. Cette paranoïa, ça m'intéresse un peu, parce qu'à force d'être marketé, est-ce qu'on finit pas par douter de tout, même de l'humanité des artistes? Et ma réponse, personnellement, c'est peut-être plus nuancé. Ce débat de Reddit, c'est le symptôme de notre époque. On est tellement habitué au marketing, aux filtres, aux mises en scène, qu'on ne sait plus reconnaître la vérité quand on la voit. On est devenu paranoïaque. Est-ce que les larmes étaient scriptées? La réponse est complexe, c'est le paradoxe de l'idole. Et il faut vous rappeler que ces artistes sont entraînés depuis l'adolescence à gérer leur image. Sourire quand ils vont mal, saluer quand ils sont épuisés. C'est ce qu'on appelle le labeur émotionnel, c'est un travail. Donc oui, il y a une part de performance, ils savent quelle caméra les filme. Ils savent que pleurer à ce moment-là va créer un moment TV incroyable. Mais est-ce que ça veut dire que l'émotion est fausse? Pas forcément. Imaginez la pression, vous êtes à Paris devant 40 000 personnes, c'est le point culminant d'une carrière, vous êtes épuisé par le décalage horaire, quand il craque, c'est souvent un mélange de tout ça, de fatigue, de fierté, de soulagement. Le problème, c'est l'intimité artificielle. L'industrie vous vend l'idée qu'il pleure
pour nous, parce qu'ils nous aiment individuellement. Mais la réalité, c'est qu'ils pleurent parce qu'ils sont humains et qu'ils vivent une expérience intense. Mon avis, arrêtez d'essayer de récolter chaque micro-expression comme des enquêteurs du FBI. Acceptez le flou, c'est un être humain qui porte un masque, le persona. Parfois, le masque glisse et on voit l'homme dessous. Parfois, le masque pleure aussi. Dans les deux cas, si ça vous a touché, c'est que c'était réel pour vous. Et c'est tout ce qui compte. Un autre sujet souvent vu, c'est, question qui est revenue, c'est j'ai cherché des articles de presse ce matin et j'ai tapé critique gala des pièces jaunes sur Google et j'ai rien trouvé, que des dépêches AFP ou des articles lifestyle qui décrivent les tenues. Sur X, beaucoup s'en plaignent. Pourquoi personne ne parle de musique ? C'est le vide sidéral. Et c'est effrayant, n'est-ce pas ? Ce vide, tu tapes le nom d'un événement historique sur Google et tu ne trouves que des descriptions de tenues et des copier-coller de communiqués de presse. Ce que tu observes là, c'est la victoire du journalisme d'accès. Il faut comprendre comment ça marche. Aujourd'hui, pour un média, être invité au gala, c'est un privilège. Si tu écris un article critique le lendemain, si tu dis que la voix tremblait ou que la mise en scène était kitsch, si tu perds ton accès pour l'année prochaine, tu es blacklisté. Alors les journalistes font un choix de survie, ils deviennent des descripteurs et ils te disent que ce qui s'est passé, cette liste, vêtements, mais ils te disent plus que ça vaut. Et puis, il y a la peur panique des rédactions face au fandom. Aucun rédacteur en chef n'a envie de voir son site craché ou son journaliste harcelé pendant 3 semaines parce qu'il a mis une note de 3 sur 5 à une performance. Et je ne parle pas ici de ce qu'on a pu voir au Met Gala il y a 2 ans, où là c'était de l'insulte borderline du racisme. Je parle bien de critique musicale constructive, attention, on fait bien la différence. Donc, ils s'auto-censurent. On lisse, on met des superlatifs partout pour ne fâcher personne. C'est pour ça que tu ne trouves rien. Parce que la critique demande du courage. Et le courage, aujourd'hui, ça coûte beaucoup trop cher économiquement. C'est triste parce que la musique mérite mieux que ça. Stray Kids, G-Dragon, ce sont des artistes. Ils méritent d'être analysés, critiqués, pris au sérieux. Quand on parle de leur tenue, on les réduit à des poupées. Si vous cherchez de la vraie critique, ne regardez plus les grands titres, cherchez les indépendants, les passionnés. Sur YouTube, les blogs obscurs, les newsletters, la vérité s'est réfugiée dans les marges, parce qu'au centre, c'est devenu un immense panneau publicitaire. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bref, et j'ai vu aussi une tendance assez drôle et triste sur TikTok, c'est des fans de la première heure qui sont énervés que le gala attire les locaux et non les fans. Il y a cette peur que notre truc secret devienne mainstream. Bon, pour Stray Kids, c'est un peu tard, hein, désolé de vous le dire les gars, mais ils ont un peu tout explosé depuis quelques années. Bref. Pourquoi on veut que nos idoles soient célèbres, mais on déteste quand tout le monde les aime ? C'est une excellente question et qui revient très souvent. C'est un grand paradoxe du fan, c'est très humain. On passe nos journées à streamer pour qu'ils soient numéro 1. On hurle au monde entier qu'ils sont les meilleurs, mais dès que le monde entier commence à vraiment nous écouter, on panique. Ça porte en nom le gatekeeping, ou le syndrome du trésor caché. Pendant longtemps, la K-pop était une niche. C'était un refuge pour beaucoup de gens qui ne se retrouvaient pas dans la culture mainstream. C'était votre petit jardin secret, votre club privé. Voir Stray Kids ou Lisa sur TF1 devant des millions de Français qui n'y connaissent rien, le fameux locals, c'est violent. Vous avez l'impression qu'on envahit votre chambre. Il y a déjà une forme d'élitisme de la souffrance. Une fan de la première heure se dit « Moi j'étais là quand il n'était personne. J'ai mérité ma place. Toi tu arrives juste pendant la gloire. » Mais il faut être lucide. Vous ne pouvez pas vouloir que votre idole devienne une légende mondiale tout en voulant qu'elle reste votre petit secret confidentiel. C'est incompatible. Si vous voulez qu'il remplisse des stades, qu'il gagne des Grammys, qu'il dure 20 ans, vous avez besoin des locals. Vous avez besoin que votre mère, votre voisin, votre boulanger trouve ça pas mal. Au lieu de mépriser les nouveaux parce qu'ils ne connaissent pas les fanchants par cœur, accueillez-les. Rappelez-vous qu'un jour, vous aussi, vous avez cliqué sur votre première vidéo. Vous aussi, vous étiez un locals. Le gatekeeping, c'est ce qui tue les communautés à petit feu. L'ouverture, c'est ce qui crée des empires. Il y a eu une autre question que j'ai vue, c'est il y a eu des appels au vote et au streaming massif pendant la soirée pour faire monter les hashtags. J'ai vu des tweets de gens épuisés. Je suis fatiguée de devoir travailler pour mon groupe. Mais ils le font quand même. C'est fascinant cette notion de devoir. Ce mot que j'ai vu revenir en boucle, travailler, faut qu'on
le travail plus dur pour les faire monter, on n'a pas assez travaillé. Arrêtons-nous une seconde là-dessus. Depuis quand écouter de la musique est devenu un travail? Depuis quand être fan, c'est d'avoir des horaires, des objectifs de productivité et des quotas de stream? Ce que vous vivez, c'est ce que les sociologues appellent le digital labor, le travail numérique. Les labels ont réussi le coup du siècle. Ils ont viré leurs équipes marketing et ils vous ont embauché à la place. Sauf que vous n'êtes pas payé. Pire, c'est vous qui payez. Vous êtes des ouvriers bénévoles de l'algorithme. Quand vous streamez en boucle la nuit sans écouter, quand vous créez 10 comptes pour voter, vous faites économiser des millions en publicité aux maisons de disques. Pourquoi vous le faites? Par culpabilité? Le système vous a convaincu que le succès de votre idole dépendait uniquement de votre sueur. Que s'ils échouent, ce sera votre faute. C'est un chantage émotionnel terrible. Mais écoutez-moi bien, ce n'est pas votre responsabilité. Stray Kids, Lisa et Dragon, ce sont des professionnels entourés d'équipes gigantesques. Leur carrière ne va pas s'effondrer parce que vous avez décidé de dormir 8 heures cette nuit. La musique, c'est fait pour être écoutée, pour être ressentie, pour danser, pas pour tourner en silence sur un iPad pendant que vous dormez. Ne transformez pas votre passion en usine à clics. Le plus beau cadeau que vous pouvez faire à un artiste, c'est de l'écouter avec vos oreilles, pas avec vos algorithmes. Et pour finir, j'ai quand même vu passer des messages magnifiques. Des gens qui disaient « Peu importe le business, voir Stray Kids sur une scène française à la TV, ça valide ma passion aux yeux de mes parents. » Et ça, c'est important aussi, la quête de légitimité. C'est la note parfaite pour conclure cette session parce qu'au milieu de tout ce marketing, de tout ce bruit, il y a cette vérité toute simple, le besoin d'être compris. Pendant des années, être fan de K-pop en France, c'était subir une forme de mépris. On nous disait que c'était pour les gamines, que c'était chinois, avec tout ce racisme ordinaire que ça implique. Que c'était de la soupe industrielle. Beaucoup d'entre vous ont caché leur passion. D'entre nous. On a vécu notre amour pour cette musique en secret, dans notre chambre, avec des écouteurs. Alors oui, voir Stray Kids ou Lisa sur une grande scène nationale, c'est une heure de grande écoute, devant la première dame, devant Pharrell Williams. Symboliquement, c'est puissant. C'est ce qu'on appelle la légitimité culturelle. D'un coup, c'est plus votre petit truc bizarre, ça devient officiel, ça devient sérieux. C'est le moment où vous pouvez regarder vos parents assis sur le canapé et leur dire « Regardez, c'est ça que j'aime. C'est beau, c'est technique, c'est impressionnant. Vous voyez, je suis pas fou. » Cette fierté-là, elle est légitime, même si l'événement est commercial. Même si tout est calculé, cette victoire sur les préjugés, ça vaut tout l'or du monde. Si ce gala a permis à ne serait-ce qu'une personne de se sentir moins seule dans sa passion ou de renouer le dialogue avec sa famille, alors tout n'est pas à jeter. Gardez cette fierté, on peut critiquer l'industrie, mais ne laissez jamais personne critiquer l'amour que vous portez à vos artistes. Bon, il est 22h05. Le café est froid et les cerveaux commencent à surchauffer. C'est le moment du dernier verre, une dernière recommandation culturelle pour la route, un truc à regarder cette semaine pour prolonger la réflexion. Ce soir, on a beaucoup parlé de l'industrie, du streaming forcé, de cette sensation d'être un petit rouage dans une machine immense. Si vous voulez voir ça mis en image de façon magistrale, je vous conseille de revoir un classique, Black Mirror, saison 1, épisode 2. Le titre, c'est 15 Million Merits. C'est l'épisode avec les vélos d'appartement. Les gens pédalent toute la journée pour gagner des crédits qu'ils dépensent ensuite pour habiller leur avatar numérique. Ça ne vous rappelle rien? C'est la métaphore parfaite de ce qu'on disait tout à l'heure pour le streaming. Pédaler dans le vide pour faire monter des chiffres qui ne nous appartiennent pas. Mais ce qui me fascine dans cet épisode, c'est la fin. Le héros Bing est furieux. Il va sur le plateau de l'émission de télé-réalité pour dénoncer le système. Il hurle et menace de se suicider en direct. Je vais me faire bannir pour avoir dit ce mot, non? Oups. Il crache sa vérité au visage des juges. Mais ce qui me fascine... Mais qu'est-ce que font les juges? Voilà, pardon. Ils ne censurent pas, ils applaudissent et ils disent « Waouh, quelle performance! Tu as une rage incroyable! On va te donner ta propre émission pour que tu viennes hurler tous les mardis soirs. » C'est une leçon assez brutale sur les médias modernes. Le système est capable de tout digérer, même votre révolte. Dès que votre critique devient divertissante, elle ne sert plus à changer le monde, elle devient un produit. Et regardez cet épisode, demandez-vous si ce soir, on n'est pas aussi un peu en train de pédaler.
Black Mirror, c'est de la science-fiction, c'est froid, mais la mécanique qui les décrit, la machine qui broie les humains pour en faire du divertissement, c'est exactement les décors de mon roman Red Flag and Love Song, dont je vais vous lire un extrait. Avant de passer à la suite cependant, je vais vous faire une parenthèse sonore avec Platform 13. C'est une réponse directe à Railway de Bang Chan, mais pour comprendre la réponse, il faut arrêter de voir Bang Chan comme le gentil leader qui protège tout le monde, même si c'est le cas. Dans Railway, il n'est pas là pour sauver des meubles. Écoutez les paroles. Don't you care about the casualties? Tu ne te soucies pas des victimes? Railway, c'est le son d'une obsession qui déraille. C'est une machine lancée à pleine vitesse qui accepte de faire des dégâts collatéraux juste pour continuer à avancer. C'est destructeur, c'est le moi qui écrase le nous. Et moi, avec Platform 13, je ne suis pas sur les rails. Je suis à l'endroit qui n'existe pas sur la carte. Si lui est la vitesse pure, Platform 13, c'est l'anomalie. C'est la porte dérobée dans la station, l'espace mental où les règles de la physique ne s'appliquent plus. Ne cherchez pas la logique, c'est un glitch, montez le son et ne prenez pas les paroles au premier degré. Voici Platform 13. Tunnel whispers got you sent on me, on me, on me. Mark the times you crossed without a key. No key, no key. Every signal flickers you to me, to me, to me. I don't chase, I just believe. Static hums when you're near. Do you feel it in your mirror? There's no name, just the sound of a presence underground. Yeah, this line never sleeps. Watch you pass, never speak. But I'm there in the glass, on repeat, repeat. And it's safe when I don't breathe. When you ride and I just speed. Rough track, no retreat. Yeah, this line never sleeps. I sit still, but I'm aligned so close. Time my pulse to every wheel you wind. Your ghost. You don't see, but I design all the echoes that you find. Warning bells, not for danger, just a beat I made for strangers. You won't name me, but you'll know when the silence starts to glow. Yeah, this line never sleeps. I rewind every heat that you leave in the dark, bittersweet. And it's safe when I'm unseen. When I vanish in your stream. Fast ride, cold steam. Yeah, this line never sleeps. Your ticket said no turning, but I was never on board. Still I painted the ceiling of every car you ignored. Yeah, this line never sleeps. I'm the space you don't keep. Every blink I slip deep. Not a ghost, not a dream. Just the hum beneath your theme. In the night while you sleep. Yeah. This line never sleeps.
Je n'ai jamais compris l'engouement pour la K-pop. Pour être honnête, je n'ai jamais compris l'engouement pour quoi que ce soit qui implique de faire la queue toute la nuit, d'acheter 10 fois le même album avec des couvertures différentes, ou de hurler le nom de quelqu'un qui ne sait même pas que vous existez. Autant dire que lorsque j'ai reçu un coup de fil pour me proposer d'intégrer l'équipe de production d'un groupe ultra populaire, j'ai frôlé la crise de fou rire. On recherche quelqu'un de fiable et qui sait gérer la pression, m'a expliqué Elodie, mon contact, d'un ton fébrile. C'est un groupe coréen, Eclipse. Il démarre la tournée européenne dans 2 semaines. On a vraiment besoin d'aide. Je suis fiable, je promets pas d'aimer leur musique, mais je sais faire tenir des plannings impossibles et je peux survivre avec 3 heures de sommeil par nuit si on me fournit du café décent. Elodie a ri, un peu nerveuse, comme si j'étais déjà en train de la mettre mal à l'aise. En même temps, j'ai beau être la sarcastique de service, mes résultats dans l'événementiel sont plutôt bons. J'ai appris à mes dépens que dans ce secteur, on n'est jamais trop honnête. On fait simplement ce qu'il faut pour livrer un show correct, éviter les clashs avec les artistes et, si possible, ne pas finir en burn-out. Sacha, je te jure, tu vas adorer, a-t-elle tenté. Ouais, si ça paie bien et que ça me permet de faire mes heures sans finir à l'hôpital psychiatrique, je dis pourquoi pas. La vérité, c'est que j'étais à 2 doigts de laisser tomber l'événementiel. Trop de galères, trop de contrats précaires et de nuits blanches. L'idée de bosser pour une tournée de K-pop ne me faisait pas spécialement rêver. Mais le chèque, si. Et la promesse de voyager dans plusieurs capitales d'Europe aussi. Quelques jours plus tard, j'ai reçu par email toutes les informations officielles. Les horaires improbables, les clauses de confidentialité, non-divulgation, interdiction absolue de fraterniser avec les membres du groupe. Voilà qui me faisait gentiment sourire. L'agence me précisait clairement de ne surtout pas flirter avec les idoles, comme si j'avais le temps ou l'envie de me taper un gamin coréen surexcité, alors que tout ce que je voulais c'était encaisser mon salaire et rentrer me coucher. Bon, j'avoue, c'était un cliché. Ils sont pas tous gamins. D'ailleurs, le leader du groupe, Jaemin, a mon âge, ou presque. Mais mon cerveau de française un peu blasé me renvoyait l'image d'adolescents coiffés à la perfection, le sourire collé au visage, débitant des corées millimétrées. C'est probablement un jugement ridicule, mais je préfère être honnête. Je ne savais strictement rien d'Eclipse, à part qu'ils avaient conquis la planète avec leur hit. Le jour de la signature du contrat, je suis arrivée dans les locaux de l'agence à Paris. Une petite salle de réunion spartiate, un café tiède, dans un gobelet en carton. Et Elodie, super excitée, m'attendait avec un dossier aux pages bien trop nombreuses. « Tu es prête ?» a-t-elle lancé en me voyant. « Non, mais allons-y quand même !» C'est là que tout bascule. Sacha pense qu'elle a signé un job alimentaire et en réalité, elle vient de signer pour le chaos. Si vous voulez savoir comment on survit à toute une tournée mondiale quand on a interdiction de tomber amoureux du leader, si vous voulez voir ce qui se cache vraiment derrière les sourires parfaits et les hôtels de luxe, la suite est ici dans Red Flag et Love Song. Bon, comme une courge, je me suis rendu compte que j'avais plus que l'édition anglaise chez moi, mais il existe aussi en français. Faites attention si vous le commandez. C'est disponible sur Amazon en version e-book et en version brochée, papier, et sur Google Books en version e-book et en audiobook pour la version anglaise. C'est de la fiction, mais c'est sans doute la chose la plus vraie que j'ai écrite sur cette industrie. Si l'extrait vous a plu, ne laissez pas Sacha toute seule en coulisses et allez lire la suite. Bon, on arrive d'ailleurs au bout de cette première émission. Et je crois que j'ai un peu surestimé le temps. Bref. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce premier épisode, s'il vous a plu ou pas. Et bref, Sacha c'est de la fiction, mais les mécanismes qui la broient, eux, sont bien réels. Si vous voulez comprendre comment ça marche pour de vrai, si vous voulez savoir pourquoi votre cerveau est accro et pourquoi vous streamez à 3h du matin et comment l'industrie utilise la soft manipulation, c'est le sujet de la semaine, c'est l'essai K-pop et soft manipulation qui sort cette semaine. Donc il sort mardi en français et en anglais. C'est pas une histoire, c'est un décryptage, c'est un manuel pour comprendre ce qu'on fait de votre dopamine. Le lien sera dans ma bio, il sera en vente sur Patreon, sur Amazon, sur Google. Et sur Patreon, je prévois même des bundles avec Red Flag et Love Song et Platform 13. Voilà. Pour le récapitulatif de la semaine, c'est très simple. On a l'essai qui sort mardi. Si vous préférez la romance au dossier technique, mon roman Red Flag et Love Song est disponible partout. Vous pouvez écouter mes musiques aussi sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Et enfin, pour ceux qui ont raté le début, un gros épisode du podcast avec le replay de ce soir sera en ligne
entre cette semaine et la semaine prochaine. De mon côté, je vais prendre un peu de repos pour gérer ce lancement, un peu chaotique et qui m'a bien stressée. Il n'y aura pas de live dimanche prochain, puisqu'on se retrouve tous les 15 jours, donc ce sera le dimanche d'après. Je crois, si je ne me trompe pas, que c'est le 8. Voilà, c'est le 8 février. Allez dormir, la nuit porte conseil, mais le marc de café porte la vérité. Allez, à dans 2 semaines, salut! The cup's dry, the croissant's gone, but the aftertaste still strong. We've sifted the hype from the headlines, left the sparkle where it belongs. Cappuccino and croissant, your guilty pleasure with a sharper edge. I'll see you next week, bring an appetite. The future tastes sad. See you trip, baby, they'll keep it shining dead. Cappuccino and croissants, captures by your pain. Cappuccino and croissant, your guilty pleasure with a sharper edge. See you next week, bring an appetite. Cappuccino and croissant, your bitter taste sad. But see it